Aujourd'hui, nous sommes au sein même du laboratoire de la dynamique émotionnelle, dans une école dynamique émotionnelle, et nous sommes avec Étienne Jalin, qui est connu sur le plan clinique, clinicien, mais pour moi c'est quelqu'un qui a une grande pensée pour l'humanité, et en même temps il est en train de développer une matière qui est extrêmement importante pour accompagner le progrès que l'humanité a marché sans savoir où il va réellement. Donc, nous sommes aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose de plus important que cela. C'est que, qu'est-ce qu'il va nous transmettre dans notre pensée avec une réflexion qui accompagne réellement l'humanité. Et comme dans l'habitude, lorsqu'on voit un grand maître qui nous transmet quelque chose, nous offrons un cadeau symbolique toujours à un maître pour venir le saluer. Et donc Kalima a choisi un cadeau, et c'est la grande couleur de ce cadeau qui vous présente. C'est adorable, ça me touche. Voilà. Mais, faites voir ce que c'est. Alors, ça c'est un cadeau de M. Boumedienne. Merci. C'est au nom de l'Institut. Au nom de tous les l'Institut, membres. d'accord. Voilà. C'est la couleur en elle-même qui, je pense, vous Le symbole de jaune, le symbole de l'or. Voilà. Le symbole de la valeur et de la richesse. Exactement. Voilà. Alors, je vais regarder avec plaisir. Waouh, des parfums. Alors, les parfums d'Occident. L'eau des Beaux. Et l'eau des Beaux. Oui, d'accord. Je vois très bien, je connais les Beaux de Provence. Eh bien, merci. Alors, j'accepte avec un plaisir, absolument. Ça, c'est une bonne idée, ça me fera un bon super. La chose que je peux dire, c'est que vous m'avez traité de maître. Ah, c'est moi qui... Oui, c'est vous qui avez prononcé ce mot-là. Or, la base même de la dynamique émotionnelle, vous entendez, Bien sûr. c'est que personne au monde ne peut être supérieur à vous. Vous entendez? Personne au monde ne peut être supérieur à vous. Et surtout pas Dieu. Alors, c'est très agréable que personne puisse être supérieur. L'embêtant, c'est que personne ne peut être inférieur. Mais nous sommes tous égaux. Si vous voulez, la vague, au bord de la plage, elle vient, elle court là, au bord de la plage, et bon, les enfants font leur petit château. Un peu plus loin, il y a la vague un peu plus forte, les enfants jouent et plongent dans la vague. Un peu plus loin, il y a la vague avec un peu de crête blanche au loin. D'accord? Et puis sur le port ou sur le phare, il y a l'écume qui vient. Mais tout ça, quelle que soit la forme de la vague, c'est toujours de l'eau. Donc chacun d'entre vous est une vague de vie humaine. D'accord? Et donc personne, ça ne dépend pas de la forme. Le Cercle de réflexion des nations, Oui, l'UNCR Université, oui, le Sino-Européen Développement, Formation et Culture, oui. et aussi la grande famille de la dynastie impériale chinoise m'a demandé de vous mettre quelque chose de tout petit mais extrêmement symbolique pour eux. Avec plaisir. C'est fait en ivoire, Oui, très ancien. oui, Ça veut dire que ça représente l'éléphant blanc, la connaissance, Oui. la sagesse. voilà. Et que vous le faites tourner, tourner, tourner pour diffuser, pour nous aujourd'hui, et diffuser cette connaissance Avec dans plaisir. le monde. Voilà. Je crois à cela. Alors, je le fais tourner? Waouh, oui. Voilà. Il est tellement ancien, il ne marche pas très bien, mais dans ses mains, ça va bien tourner. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons la présence de le Verbe, Kalima
les mots, la parole, et puis la réflexion. On va essayer de vous écouter. Et la vibration. Et la vibration. Voilà. La vibration et la résonance. Et nous sommes même enchantés, tout ceci ne sont que des vibrations de l'univers et de la forme, de partager et de la création universelle. Son enseignement. Absolument. Voilà. Il y a aussi ces élèves, ce sont des génies qui sont là également. Le capitaine du calife. Le plus beau bateau de Paris. Et voilà. Pour moi, je l'appelle depuis 40 ans, Léonard de Vinci. Il a accepté parce que c'est ce qu'il avait fait. Et puis d'autres professeurs qui vont venir. Et voilà, nous sommes ensemble pour partager et pour recevoir cette instruction qui nous permet également de continuer. Donc je laisse la parole à professeur Boumedienne, qui est le président, le fondateur de Kalima, la parole. Et ben voilà. Hein, la parole. Et de demander les questions qu'il a, et ainsi que les gens de la communauté dans Kalima de poser des questions permettant d'élargir encore plus cette connaissance. Voilà, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Absolument. Alors, merci infiniment, professeur Michel Taochane. C'est vrai que c'est un grand honneur pour nous aujourd'hui que d'être ici, chez vous, dans l'Institut des dynamiques émotionnelles, sur lequel on va revenir un peu plus tard. Avec et d'avoir accepté aussi de nous recevoir. Bien sûr. Donc l'Institut Kalima, avec la présence de quelques membres de l'Institut Kalima, mais quelques membres tout court, des êtres à titre plein, comme vous venez de le souligner à l'instant. Je crois que ce moment, il est très important. Il est très important que le monde, non pas découvre, mais commence pleinement à s'inspirer de vos enseignements qui retracent toute une vie. Vous êtes bien sûr psychiatre, psychothérapeute, professeur, connu et reconnu. Vous avez eu une formation, on va dire, transatlantique aux États-Unis, ici, enfin... Transatlantique, chinoise et japonaise, avec toute la connaissance japonaise pendant des années, et aussi indienne. Donc j'ai été 30 ou 40 fois en Inde. J'ai cherché à la fois des maîtres, hommes ou femmes, puisqu'il n'y a pas de supérieur, les femmes ne sont pas inférieures. Absolument. Et donc j'ai trouvé des vrais maîtres et des faux. Et des faux. Donc professeur, aujourd'hui nous avons des interrogations qui touchent toute la société. Exact. Pour ne pas dire toutes les sociétés. Toutes les sociétés. Toutes les sociétés. Totalement d'accord. Voilà. Et phénomène mondial. Un phénomène mondial, et peut-être commencer par la vocation et de la structure qui a été mise en place il y a plusieurs décades, à savoir ce centre, cet institut des dynamiques émotionnelles. Pourquoi, comment est venue, peut-être en quelques mots, comment est venue cette idée et comment aujourd'hui elle... Je voulais être médecin depuis l'âge de 3 ans, d'accord? Je voyais bien que mes parents étaient séparés, qu'ils étaient divorcés petits, donc c'était une source de tristesse pour moi. Je manquais de père, ma mère avait autre chose à faire que de s'occuper de moi, donc j'ai voulu comprendre. Il se trouve que j'ai été élevé par mon grand-père maternel qui gagnait sa vie à 7 ans dans les rues d'Alger, d'accord, parce que sa mère avait divorcé. On voyait déjà que le divorce affectif, la mésentente au niveau des parents pèse sur les enfants. Et comme il gagnait sa vie à 7 ans dans les rues d'Alger, il a fallu que lui devienne très riche. Il est donc devenu banquier et il est devenu président de plusieurs banques, donc la Banque de Paris, les Pays-Bas, etc., etc. D'accord? Donc je voyais, et cet homme qui m'a élevé quand ma grand-mère est morte pendant la guerre, j'avais 5 ans, il avait des milliers de livres, il n'y avait rien d'autre à faire que de lire, 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 et comme je n'avais pas de parents qui s'occupaient de moi, j'ai lu. Et j'ai lu simultanément, en même temps, Bouddha, Homère, le Coran, la Kabbale et tout ça. Et donc j'ai reçu une instruction très très jeune et très seul, parce que je suis fils unique, de grands maîtres de l'humanité. Voilà. Et donc je me suis dit, je voyais bien que les gens étaient malheureux, et je me suis dit, mais il faut que je comprenne pourquoi.
Donc au début, je me disais, je vais travailler sur la greffe nerveuse, parce qu'on meurt parce qu'on n'a pas le temps d'être sage. Donc je voulais, à l'époque, il y avait la peine de mort, je voulais prendre le corps d'un condamné à mort et greffer dessus la tête d'un vieux savant. Et finalement, si vous voulez, au lieu que ça soit médical, neurologique, en travaillant en médecine avec le professeur Souleyrac, qui était le grand patron de Sainte-Anne et dans le service duquel je travaillais, j'ai vu que le problème, c'était la sagesse et le bonheur. Et que tout ce que nous faisions, y compris les pires erreurs, c'était pour être heureux. Donc il y en a qui se tuent pour être célèbres, il y en a qui se tuent pour être riches, il y en a qui se tuent pour être saints. Et ce sont toutes ces voies, d'accord? Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que la compréhension du problème n'était pas la résolution du problème. Donc j'ai cherché partout, et j'ai cherché au départ avec un maître japonais qui s'appelle Maître Desimaru, qui est le premier moine zen en mission en France. Et j'ai donc médité sur le vide pendant des années, face au vide les week-ends et tout le temps. Et un jour, je l'ai invité à venir voir une séance. Et il est venu en grand apparat, hein. Et pendant que je travaillais sur les émotions des gens, j'ai vu ses pieds à lui qui faisaient comme ça. Et moi, à partir du moment où j'ai vu ça, c'est pas un maître. S'il n'est pas capable d'être en paix dans les encombrements, dans la panne de métro, là où ça va pas, c'est pas un maître. Je ne l'ai jamais revu. Donc j'avais étudié toute mon enfance sur le zen, le bouddhisme, ça a été un écroulement. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je voyais bien qu'il était capable d'en parler, de faire des beaux discours, mais quand il est touché personnellement, ça le dérangeait. Donc je veux être tranquille en plein milieu des encombrements. Je veux même être heureux au moment de mourir. Une des bases de la dynamique émotionnelle, c'est pas grave de quitter la table, c'est grave de quitter la table sans avoir dîné. Donc si vous avez dîné, vous vous éteignez doucement, voilà. Une grande question agite certains, peut-être tout le monde, c'est la question de l'émotion. Cette émotion, pour la majorité des êtres, c'est quelque chose de naturel et d'incontrôlable. Comment, vous, professeur? Premièrement, je suis d'accord avec vous, c'est naturel. Deuxièmement, c'est contrôlable. Troisièmement, c'est dommage que l'on tente que de la contrôler au lieu de s'en servir. Don Quichotte de la Manche, qui a eu un grand succès, c'est l'idéal de Don Quichotte, avec Sancho Panza, mais la Manche, c'est le manque. Donc si vous voulez prendre un couteau, sans vous blesser par la lame, il faut le prendre par le manche. Donc il faut prendre l'émotion par le manque, au lieu de le prendre par là où ça nous coupe. Donc quand ça nous manque, on essaye que ça ne nous manque pas, on essaye de le surmonter, alors qu'il faut le résoudre. Si vous dissolvez ça, vous apprenez, l'émotion c'est juste l'énergie. Et il y a en nous, j'ai inventé un concept qui s'appelle le convertisseur psychique. Il y a en chaque être humain une boîte de vitesse automatique, psychologique, qui peut transformer toute l'énergie psychologique d'un sens dans l'autre. Donc, un type qui a été battu par son père, qui était militaire, il peut en vouloir à toutes les autorités et il va gueuler contre les flics. Vous voyez que l'énergie déclenchée par la mémoire et le conditionnement se transpose. Eh bien, cette énergie peut se transformer en énergie pour lui, pour être heureux et apprendre à s'aimer et à se respecter. Donc on passe du contrôle à la maîtrise. Du contrôle à la maîtrise, vous dites, professeur, c'est aussi une des questions qui a agité les religions, historiquement parlant. Oui, mais c'est toujours passé, toutes les religions, devant l'urgence de la société, sont passées par Yaka, Faucon, des lois. Vous devez être comme ça, c'est comme ça. Un grand maître ou un prophète a dit comment c'était, et on suit ce qu'il a dit. Donc on suit un parent, ou un maître, ou un calife, enfin quelqu'un qui est reconnu, si vous voulez, et on dit ce qui est. Mais on ne voit pas le chemin. Or ce chemin, on est toujours autodidacte. Alors qu'ici, il y a une manière d'apprendre les uns par les autres. Et d'apprendre à s'en servir. Donc il y a des gens qui sont tout le temps tristes parce qu'ils ne peuvent pas être en colère. Il y a des gens qui sont tout le temps en colère parce qu'ils ne peuvent pas être tristes. Ça, c'est très important. D'où une question aussi centrale et essentielle. Quelle est la place du cœur dans les dynamiques émotionnelles? Le cœur, il est fondamental, puisque le cœur, c'est les émotions. Tous les animaux ont des émotions.
Mais l'être humain est le roi des émotions. Nous sommes les seuls qui avons la conscience. Les émotions, les gazelles, elles ont peur du lion et elles fuient. Le lion, il peut être en colère contre un autre lion s'il veut se disputer pour les femelles. Donc les émotions, tous les animaux les ont. Tous les êtres vivants ont des émotions. Et on peut même dire que les plantes ou les arbres peuvent être tristes quand ils n'ont pas d'eau. Il y a une volonté de vivre. Donc c'est passer du contrôle à la maîtrise. Pour donc apprendre à se servir. La plupart d'entre nous, c'est comme si nous avons une boîte de vitesse à 8 vitesses, et en général, on marche première, deuxième, troisième, mais enfin jamais la quatrième. Et donc on va réussir en mettant plus d'énergie. Il faut que j'aie plus, il faut que je gagne plus, il faut que je réussisse plus, ou il faut que je sois plus digne d'amour. Ou dans notre civilisation judéo-chrétienne et musulmane, il faut, si ça ne marche pas, c'est de ma faute. Et nous sommes une civilisation de la culpabilité. Alors une géopolitique mondiale de la culpabilité, toute l'Europe et une partie de l'Afrique du Nord, c'est la culpabilité, musulmane ou judéo-chrétienne, en plein. Après, si on va plus loin, il y a l'humiliation, peut-être pour l'Afrique, par rapport, ils ont été exploités par la colonie. Si encore on va plus loin avec tout l'Extrême-Orient, c'est la honte. La honte La spirituelle. honte en Chine ou au Japon, si vous perdez la face, c'est dramatique. C'est pas grave de tuer sa femme, c'est grave si ça se sait. Donc derrière tout ça, il y a simplement des émotions. Le Japonais qui se suicide, il dit « Je ne suis pas digne, je trahis ton espoir, maman, je ne suis pas digne, je me fais seppuku, harakiri, et il se tue lui-même. » Donc on est dans l'autodestruction, et vous voyez que tous les êtres humains de notre civilisation, 8 milliards d'individus, que ce soit l'Afrique, l'Amérique du Nord, ou le Japon, ou la Chine, on est en train d'essayer de gagner l'amour. Comme s'il fallait mériter l'amour. Mais s'il faut mériter l'amour, tous les enfants vont mourir. Comment un enfant peut mériter l'amour puisqu'il doit commencer par recevoir son devoir? Et vous, on vous explique que quand vous êtes enfant, vous devez d'abord à vos parents. Montrez-moi le papier où vous avez signé la reconnaissance de dette. C'est énorme. Tout est inversé aujourd'hui. Oui, à cause de l'urgence, il a fallu survivre. Quand le troupeau de gazelles est poursuivi par le lion, elle met toute son énergie à fuir. Les vieux courent moins vite. Donc les vieilles gazelles sont bouffées par le lion, c'est normal, c'est les vieux. Les autres qui courent moins vite, c'est les enfants, les petits. Ils sont bouffés aussi. Les enfants, c'est pas grave, on en fera d'autres. Tenez-vous bien. Ça veut dire qu'inconsciemment, depuis des millions d'années, les groupes humains ou animaux acceptent de sacrifier les enfants pour survivre. D'où le sacrifice humain. Dieu dit à Abraham, tue ton fils. Abraham, il n'a pas un instant d'hésitation. Il prend le couteau, va tuer son fils. Ce que j'ai appris, parce que j'ai étudié l'archéologie et la paléoarchéologie, c'est qu'Abraham n'a pas un instant d'hésitation pour tuer son fils, parce que c'était obligatoire. On devait tuer son premier-né. Et les peuples cananéens autour. Et vous trouvez toujours partout, vous avez entendu parler de Baal et de Moloch, et des sacrifices chez les Mayas. Et les... Vous voyez un peu. Et donc il a fallu, ça nous a permis de survivre. Mais maintenant, nous avons de tels outils que nous sommes dépassés par la puissance de l'outil. Et notre sagesse, vous voyez bien, par rapport à la voiture et tout ça, ou par rapport aux avions, ou par rapport à l'atome, et toutes les fusées intermissiles et tout. Donc il va falloir que l'humanité développe sa sagesse et sa maturité émotionnelle. Et ceci ne dépend ni de la race, ni du sexe, ni de l'âge. Donc on peut l'enseigner aux enfants et on peut le travailler dans les sociétés, puisque partout dans les sociétés, ce sont les émotions qui mènent le monde en contrôle ou en surmontant, ou en évitant. Une question peut-être du professeur de mathématiques Joly Stéphane. Oui. À vous la parole. Alors c'est une question complexe. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Oui. C'est une question complexe parce qu'elle touche beaucoup de domaines. Alors quelle est la place?
quelle est la place de la spiritualité sacrée dans les nouvelles recherches scientifiques? Ne se confronte-t-elle pas toujours à la limite de la raison? Alors, quelle est la place De la spiritualité sacrée dans les nouvelles recherches scientifiques? D'abord, vous mélangez déjà dans spiritualité et sacrée. Et d'une. Et donc, vous croyez que vous êtes scientifique, vous avez déjà des affects qui sont projetés sur votre recherche sans que vous en preniez compte. D'accord? Il se trouve que un de mes associés qui va venir est un matérialiste, il est athée, Dieu merci, et je ne me suis jamais permis, en tant que son thérapeute, de lui dire qu'il devait croire en qui que ce soit. Lui, il veut le bonheur de l'humanité radieuse. C'est son chemin pour gravir la montagne. Et toutes les religions sont une vocation qui est créée par des grands êtres qui transmettent. Et si la civilisation, la société le suit, c'est qu'il y en avait besoin à cette époque-là. Et maintenant? Et maintenant, avec la diffusion de la communication, tout ceci se confond. Et donc on voit que, si vous voulez, il y a des situations par rapport à ce qui a été promu et obligatoire à l'époque, parce qu'il y avait une sagesse à l'époque, est devenue périmée ailleurs. Donc la recherche, on ne peut pas, pour des raisons évidentes, je vais vous le dire et vous l'aurez compris, on ne peut pas scientifiquement faire une recherche matérielle sur Dieu. Parce que vous êtes d'accord sans doute avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi tout de suite, vous êtes tous d'accord qu'un petit lion n'est pas moins lion. D'accord? Donc un petit feu n'est pas moins feu. D'accord? Un petit feu peut brûler toute la maison, voire la ville entière. Le petit feu, il fait de la chaleur et de la lumière. Et en plus, il cuit les aliments. Quand vous mettez une barre de fer dans le feu, elle devient rouge, puis brillante, etc. Mais tout ça, c'est du feu. Or, le feu, si vous cherchez à me démontrer l'essence du feu, eh bien, bon courage. Vous ne pouvez pas voir l'essence, puisque l'essence, par définition, n'est pas matérielle. Alors, les recherches qui se font et qui existent, il se trouve que j'ai un peu étudié les phénomènes quantiques, il s'agit à peu près du Big Bang, même s'il y en a plusieurs de suite, il y a une onde qui produit un bruit, le Big Bang. Le bruit, c'est une onde qui se déplace. Donc le son, en se déplaçant cette onde, le son déroule l'espace. D'accord? Donc vous avez toute la création de l'espace et du monde. Or, les hindous et les bouddhistes ont réfléchi, et des grands maîtres pendant des siècles, très profondément, et il y a 6 niveaux de construction psychique. Il y a une construction de l'éther qui est l'essence elle-même, et puis ensuite il y a une matérialisation dans la matière qui est la parole, donc la vibration. Et après on peut descendre jusqu'à la matière. Mais tout ceci sont toujours des ondes. Et on voit que ces ondes, c'est difficile à comprendre pour notre être humain. Avec le monde quantique, on voit que ce sont des corpuscules qui n'ont pas de masse. Donc si vous cherchez à prouver Dieu à travers la masse, vous ne pouvez pas. L'univers est dans l'air. Et l'essence de l'air, ça s'appelle en indien dikari, j'aime pas les mots anciens parce qu'on a l'air de savoir des choses alors que c'est simplement compréhensible par n'importe qui. L'essence de l'air, c'est l'espace. D'accord? Et là-dedans, il y a le jeu de la création, qui est le jeu des formes, pour le plaisir qu'il y ait des formes, puisqu'apparemment, tout le monde dit que Dieu a 5 pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs très connus par toutes les religions: création, maintenance et dissolution. Le créateur, la créature et la relation d'amour, ça c'est Moïse ou je ne sais pas quoi. Et pour les hindouistes, Shiva, non, c'est Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma, la création, Vishnu, la maintenance et la destruction. Faites bien attention parce que les bouddhistes, ils ont beaucoup pensé, et les hindouistes aussi, la destruction c'est Shiva.
Mais si vous regardez bien, la destruction infinie, c'est la destruction de la destruction. C'est la conscience absolue qui est l'amour de soi. Quand la conscience prend conscience de soi, elle est heureuse d'être soi-même. Et donc tout le travail de la psychothérapie, c'est d'aller, selon chacun et en respectant chacun, à la reconnaissance de soi, en tant que soi. Et une forme différente, mais toujours soi. Merci beaucoup. C'est clair, vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, je vois, oui. J'ai une autre question. Allons-y. Après, Merci juste, Nicolas. alors c'est par rapport en fait à la limite de la raison et l'émotion. Quelle est la frontière entre l'émotion et la raison? L'émotion, elle dépend d'un cerveau qui s'appelle le mésencéphale, et qui est ici à la hauteur des oreilles. Le plancher du cerveau. Le foie, c'est pas de l'intestin. Le mésencéphale ne sont pas les mêmes organes nerveux que le néencéphale. Le néencéphale, il est venu plus tard. Le mésencéphale, c'est le cerveau, ça a été étudié, c'est prouvé, c'est connu, c'est le cerveau de toutes les émotions. La vie, la faim, le sommeil, les règles, les hormones, tout ça, c'est sécrété par le mésencéphale. Il y a des communications par des millions de fibres entre le cerveau émotionnel, affectif, et le cerveau intellectuel. Le cerveau ici est un cerveau analogique. Le cerveau néencéphale est un cerveau digital, un ordinateur. Le cerveau ordinateur, il calcule tout ce que vous avez vécu, il le mémorise, et il poursuit. Et ensuite, il y a une autre partie du cerveau qui calcule le pourcentage de réussite. Si vous avez appris qu'il y a un pourcentage de réussite 0, même si vous avez de quoi vous en sortir, vous n'essaierez même pas. Ça, c'est le conditionnement. C'est plus clair comme ça? C'est très clair, merci. Professeur, peut-être une autre question avec M. Abada. J'essaierai de répondre avec plaisir. Bonjour, professeur. Ma question c'est la suivante. Alors, pouvez-vous, professeur, nous expliquer comment la dynamique émotionnelle exprimée s'est imposée dans la psychopratique française et quelle est sa place à l'échelle internationale? Eh bien, elle ne s'est pas imposée, puisque, si vous voulez, il y a des réactions extrêmement fortes, puisque ça fonctionne, l'ensemble des sociétés, des religions et des politiques ne veulent pas changer, puisque c'est grâce à elles qu'on a réussi à survivre, ça remettrait en question. Les outils qui ont permis notre succès et le développement freinent maintenant le développement de nouvelles approches. Vous voyez bien que le plastique, quand il s'est répandu, a dû lutter contre l'acier. D'accord? Et là, il y a une maturation émotionnelle qui est demandée à l'humanité pour survivre. Nous avons développé des moyens trop puissants pour notre sagesse. Alors ça n'est pas, si vous voulez, les Grecs ont inventé la cité. À l'époque d'Homère, vous lisez Homère, il n'y avait pas de péché, pas de culpabilité. J'ai envie d'une femme, je la prends. Si son mari me gêne, je le tue. Ça s'appelait l'hubris. D'accord? C'était impossible à vivre. Il a fallu régulariser tout ça. On a inventé la raison. Et donc la raison, avec Platon, toute la cité grecque, toute la philosophie, a fait qu'on a appris à vivre en commun et à respecter les choses par un contrôle de la raison sur l'émotion. Le cerveau d'ici contrôle ou pas. D'accord? Mettons quelqu'un qui a une phobie des araignées, vous lui mettez peu à peu en thérapie comportementale, des araignées, il apprend à ne plus en avoir peur, mais quand vous enregistrez le cerveau amygdalien qui est le cerveau de base, là la peur est maximale, donc il ne le sent plus. Donc nos civilisations ont fait disparaître le symptôme, et on croit que parce que l'enfant n'a plus de fièvre, il va bien, mais il n'a plus de fièvre parce que le thermomètre est cassé. Donc c'est gravissime de dire que plus de 10 enfants des enfants vont avoir des troubles. Et la moyenne de la population, vous voyez bien les milliards enregistrés contre la dépression et tous les médicaments pour aller bien, pour aller mieux, pour manger moins, pour manger plus, enfin voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parfait. Merci. Merci beaucoup. C'est clair. Et ceci dépend des émotions. Or, vous voyez que là, il y a un truc qui est clair au niveau de la raison,
Et après, on peut apprendre, puisque vous avez appris que vous étiez, il est absolument certain qu'il est un homme et qu'il est brun. Eh bien, tout ceci, ce sont des certitudes qu'avec des parents qui ont été les vôtres et ceux qui ont vécu l'Ukraine ou la guerre ou des choses comme ça, en sont marqués sans s'en rendre compte. Voilà. Merci. Merci, professeur. Alors, vous pouvez le retravailler. Si vous le retravaillez émotionnellement, d'un seul coup, vous vous rendez compte que l'enfant en vous qui est là peut retravailler les problématiques qu'à l'époque, vous ne pouviez pas résoudre avec vos frères, vos sœurs, vos parents, vos professeurs, la société, quoi que ce soit. Et donc, vous voyez que vous avez eu des réactions émotionnelles parce que vous naissez impuissant par nature. Le bébé ne peut pas. Il faut donc qu'il accepte qu'il ne peut pas, même si ça le détruit. Le paradoxe, c'est que peut-être les psychotiques, ils ont tellement compris qu'il y avait du danger qu'ils ont coupé tous les ponts. Ils ne reçoivent plus rien de l'extérieur. Alors que nous, on a tous appris qu'il fallait payer un certain prix pour être vivant. Alors on surmonte le problème, mais quelque part, on n'est pas aussi épanoui qu'on pourrait le croire. Et on croit que si on méritait plus ou si on était parfait, il faudrait être différent pour arriver à être au paradis. Mais là, de nouveau, on croit qu'il faut pour y arriver. Et moi, j'essaye de transmettre que s'il fallait faire pour être aimé, ce serait l'enfer. Merci beaucoup. D'accord ? Merci beaucoup. Ça s'apprend. Une autre question, si vous le permettez. Je permets tout ce que vous voulez. Merci infiniment. Monsieur Ekjaoui. Oui, bonjour. En fait, la question, pardon. Votre question. Oui, ma question. C'est pas la question. Non, il Ma va question. poser. C'est votre C'est question. ma question. Vous Tout à voyez, Ouais. tout de suite en groupe, lui dit la question. Et il croit que c'est la question. C'est la question pour lui. fait. Certes. Mais c'est peut-être pas du tout la question pour vous ou la question pour vous. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, C'est vrai. la question pour vous, La votre question. Ma question, c'est allons jusqu'au bout. Imaginons un futur où la société a pris conscience que la notion, la partie émotionnelle est fondamentale dans la construction dès la naissance, dès le plus jeune âge. Stop. Pardon. Vous êtes en train déjà de me dire que la manière de poser la question, si la société, votre question, Oui. si la société a pris conscience, ça va faire quelque chose. Donc vous êtes en train de me dire que la prise de conscience va changer quelque chose. Cela, je ne le crois pas. Alors. La compréhension d'un système n'est pas la résolution du problème. Donc quand vous cherchez, et en espérant que dans la société future, la prise de conscience va changer quelque chose, ceci est une erreur de méthodologie scientifique qui fait que le problème est insoluble par cette approche-là. C'est clair? Afin d'amorcer une résolution, il faut, pour le coup, alors ce sont mes mots, mais prendre conscience d'un problème pour pouvoir essayer de le résoudre, Je ne ou en crois tout pas cas forcément. de l'aborder. Mais en tout cas, Vous ma êtes en démarche, train de dire que c'est nécessaire. Ça aide souvent, ça aide, d'accord? mais ça peut être problématique et vous en empêcher. Très bien. Donc vous voyez l'ambivalence des sentiments et des émotions. La peur, moi je ne devais pas avoir peur, jamais. Parce que si j'avais peur, ma mère ne m'aimait plus. Donc elle m'envoyait à 3 ans et demi chercher dans la forêt où elle avait fait exprès de laisser le thé du goûter. Il fallait que je sois courageux. Donc il fallait que je prouve que j'étais courageux. Donc moi, j'ai été courageux, j'ai pris des risques énormes, d'accord? Mais en fait, en étant si courageux, j'ai peur d'avoir peur. Et j'ai peur d'avoir peur que si j'ai peur, maman ne m'aime pas. Donc il faut travailler sur le fait que ce que j'ai vécu à propos de ça et quelle est ma réaction, et pas seulement sur le fait que j'ai bien compris que ma mère voulait que je sois courageux puisqu'elle avait peur de son père. Il y avait autre chose à faire que s'occuper de ma mère. Ce qui fait que ma mère en voulait à son père. Ce qui fait qu'elle m'en veut à moi qui suis un homme, et qui suis un homme, fils de pied noir,
il faut qu'il y ait des garçons parce que les garçons c'est mieux que les filles. Et ma mère en veut à son père que les garçons c'est mieux que les filles. Donc je suis un garçon, donc elle m'en veut à moi. Elle va me faire payer à moi la colère qu'elle a contre son père. J'ai répondu à votre question quelque part? Non, je n'ai pas amorcé ma question, pardon. Ah, vas-y. D'accord. Mais si vous voulez, oui. dès que je ne suis pas d'accord, je vous le dis. Bien sûr. Autrement, on croit qu'il faut arriver en haut pour. Mais si on a raté la première marche, là, vous voyez qu'il y a cet espoir de la. C'est pas un reproche. Oui, le bien monde sûr. entier est là-dedans. Et je dis, c'est une erreur de civilisation qui a produit des résultats merveilleux. Mais maintenant, c'est dépassé. Alors, essayons votre question plus précisément en oubliant cette histoire de conscientisation. Certes. Le monde, l'ensemble je ne sais plus comment formuler la question dans ces cas-là, mais imaginons que nous ayons tous, donc nous appliquions tous la dynamique émotionnelle à l'échelle de l'humanité mondiale. Quelle serait la société? Dans quelle société viverions-nous? Projetons-nous dans une réalité. Il y aurait toujours de la violence. Oui. Et l'erreur de notre civilisation, c'est de vouloir un monde de bisounours. Par réaction, parce que nous avons souffert en tant qu'enfants, garçons ou filles ou femmes, quels que soient les trucs, nous voulons et nous espérons que ça va être un monde de bisounours. Or, il y a une confusion sociale mondiale que la violence, c'est à proscrire. Edgar Morin a dit qu'il faut extirper, qui veut dire enlever les tripes, extirper. Ouais. Il y a une confusion. Je vous dis, heureusement que les antibiotiques sont violents contre les microbes, heureusement que la vie et l'amour sont violents. On confond violence, hostilité et agressivité. Si je prends une femme dans les bras, ça n'est pas pour la tuer ou l'étrangler, c'est peut-être pour l'aimer et qu'elle va l'apprécier. Donc, la violence, c'est la vie elle-même. Cette violence, elle veut vivre, et c'est le don de la vie par la puissance qu'a créé l'univers. Et on voit que ce sont notre galaxie, 20 ou 30 milliards d'étoiles. Donc, vous voyez un peu, il y a des milliards de galaxies. Vous voyez un peu la puissance de la création et la conscience que nous en avons. D'accord? Et donc ça, c'est simplement une manière de répondre à un problème. Donc, s'il y a de la violence, il faut qu'il puisse y avoir une limite. Il paraît qu'en hébreu, j'ai des patients juifs, on ne dit pas nouer une alliance. On dit trancher une alliance. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Il y a une limite entre vous et moi, entre elle et moi, et je dois respecter cette limite. Si je ne respecte pas la limite, qu'il y a effraction de moi en vous ou de vous en moi, là, il faut que je puisse me défendre. D'accord? La vie a le droit de vivre. Mais donc, l'agressivité n'est pas l'hostilité. L'hostilité, c'est ce qui se passe quand on n'a pas réussi à avoir une limite et un respect réciproque. Si donc toute la société avait fait la dynamique émotionnelle, il y aurait beaucoup moins d'affrontements pour des raisons idéologiques, économiques, etc., qui sont finalement de la peur qui amène à prouver que je suis plus puissant, plus fort que vous, ou que j'ai raison et que vous avez tort. Donc il y aurait bien de l'agressivité saine, c'est sain, d'accord? Il faut que vous puissiez, par respect pour vous, ne pas vous laisser envahir, d'accord? Donc il faut être prêt à vous défendre et à tuer pour survivre. Je n'ai pas dit qu'il fallait tuer automatiquement ce qui vous déplaisait. Ça va? C'est plus clair? C'est très clair. Ouais, merci. Mais je suis un peu sur ma faim quand vous expliquez tout ça. Oui. Parce que... Quand ça, c'est dans le livre, hein? Oui, mais surtout lorsque vous avez parlé de l'humanité stade 2, oui. Ça me met en méditation et entre le rêve et la réalité. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus? Le rêve, il y a l'espoir. Et si vous avez l'espoir d'être heureux, c'est parce que c'est dans notre nature. Mais surtout par rapport à aujourd'hui on parle d'une révolution de l'intelligence artificielle, etc. partout. Mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque quelque chose de permettant... Il manque l'apprentissage de l'amour de soi et du respect de soi. Or, la dynamique émotionnelle, elle permet l'apprentissage des règles, des conditionnements et des réponses, savoir répondre, savoir anticiper, savoir se protéger, se respecter. C'est l'amour de soi au présent. Et donc, s'il y a l'amour de soi au présent, c'est pas besoin de rêver
à une humanité future. Je prétends philosophiquement ou métapsychologiquement, et je me méfie de la métapsychologie, que vous n'irez au ciel que quand vous serez heureux sur terre. Puisque si le paradis est ailleurs, c'est ici. Puisqu'ici c'est l'ailleurs d'un ailleurs. Donc c'est parce que le bonheur est en vous que vous avez envie de le développer et de le ressentir. Et donc si ça vous manque, c'est parce que c'est votre nature. Ça va? Ça va bien. Donc il va falloir transformer l'humanité ou elle va périr. Les dinosaures ont péri. Est-ce que je peux imaginer à travers votre explication quelque chose? C'est un rêve en même temps. C'est pour l'enseignement, tout ce qui est évolution technologique doit être accompagné. Oui. Aujourd'hui, on utilise le terme développement personnel, Oui. mais ce développement personnel doit être encore plus profond et qui accompagne les progrès. C'est le développement qu'on fait. de l'apprentissage des émotions et de l'affectivité. Voilà. Donc il y a des lois et des règles à ça. À quel âge on pourra apprendre aux enfants? Dès la naissance. Et à l'école, comment on pourrait en fait... Pareil. Il va falloir réapprendre, et c'est pour ça que je travaille avec Ongyo et Suède, soit là-bas avec l'université de Saclay, si vous voulez, l'apprentissage émotionnel grâce à l'intelligence artificielle, on a les moyens de reprojeter des choses qui vont provoquer des émotions dans tous les enfants dès tout petits, d'accord? Et qu'à peu, ils vont apprendre à se servir des émotions qui sont des moyens adaptatifs prévus par des millions d'années d'évolution pour vivre et être heureux. Puisque notre nature, c'est d'être heureux. Mais après, on croit que pour ça, il faut être beau ou riche ou intelligent ou je ne sais quoi. Ce sont des conditionnements sociétaux. Est-ce que l'utilisation des smartphones a gommé les émotions actuellement? Oui, je crois que ça gagne l'émotion, mais il faudrait voir que c'est peut-être une des dernières tentatives de l'humanité pour que nous communiquions encore un peu les uns avec les autres. Les savants du musée de l'homme, ou les paléoarchéologues, ils disent que si l'espèce humaine a réussi si bien, c'est peut-être que nous avons quelque chose que les autres espèces n'ont pas, c'est l'essence de l'autre, l'empathie. Une fois que le lion a bouffé le fils de la gazelle, elle broute à 50 mètres, vous regardez tous les films de télévision, elle bouffe à 500 mètres du lion, c'est qu'il a bouffé son truc, elle s'en fout. Il n'y a pas d'autre chez les animaux. Il y en a un momentané, avec l'ocytocine, mais chez nous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais chez nous, c'est énorme, cette potentialité, puisque c'est la conscience, et que nous avons cela. Et après, nous pouvons apprendre qu'il faut être comme ça ou pas comme ça. Et donc, je peux vous raconter une histoire en 5 minutes où vous allez comprendre pourquoi les femmes sont inférieures. Si vous voulez, les singes sont des cousins mammifères, et donc, ils ont un début de conscience. Donc, les singes ont peur de l'eau parce qu'ils ne savent pas nager. Les chats, ils n'aiment pas l'eau, mais ils nagent. Tous les animaux nagent. Sauf les singes, ils se noient. Donc, ils détestent l'eau. Alors, vous prenez une pièce comme ça, vous mettez des pommeaux de douche au plafond, d'accord? Au milieu, un escabeau, une banane, d'accord? Qui pend. Et vous mettez 5 singes. Les singes, ils voient la banane, hop, ils grimpent l'escabeau, ils tirent la banane, ça déclenche la douche glacée dans toute la pièce. Les singes, ils ne sont pas cons, ils ont appris, je tire la banane, il y a la douche glacée. Bon, en quelques jours, la banane, elle pend, plus personne n'y touche. Quand les singes ont bien appris ça, on en retire un, on en met un nouveau. Le nouveau, il voit la banane, il grimpe tout de suite, et là, les autres, ils disent, on touche pas la banane. Et le singe, il apprend, on touche pas la banane, j'ai le groupe sur le dos. Une fois qu'il a bien appris ça, on change un, encore un. À la fin, il y a 5 singes. Aucun n'a vécu l'expérience. Tous savent, on ne touche pas la banane. À partir du moment où il y a eu l'agriculture et l'élevage, on a vu l'importance du taureau sur la vache. Une femme ne peut pas pousser une charrue, elle avorte. Donc les femmes sont devenues inférieures. Dans les 33 anciens temps, il y avait autant de dieux masculins et féminins de ce qu'on trouve chez les archéologues. À partir du moment où il y a l'élevage et l'agriculture, les femmes sont inférieures.
Alors les femmes font la cuisine, elles font tout ça. Mais on a prouvé que autant des archéologues, autant de l'homme de Néandertal ou Cro-Magnon, on a étudié les humérus des femmes, elles chassaient avec les hommes. Ouais. D'accord? Quand vous êtes dans la forêt, on ne sait pas de qui la biche est la fille ou le sœur. Mais s'il y a une société agricole, on sait très bien l'importance. Et une fois que c'est là, c'est venu, ça s'installe. Or là maintenant, à cause des guerres, les maris étaient prisonniers, ils rentraient, ils n'étaient pas trop fiers, les autres étaient morts, les autres, de toute manière, les femmes ont pris la relève, on s'est aperçu qu'elles étaient aussi intelligentes que nous. Il y a des prix Nobel de médecine féminin, et des femmes qui sont premières en polytechnique. Donc c'est un conditionnement qui est en train de changer. Mais ça provoque des grandes peurs dans notre société, parce qu'il va falloir s'adapter à de nouveaux conditionnements sur lesquels personne ne nous a appris. Alors peut-être, professeur, si vous permettez juste de revenir sur la question de l'ego, qui est une question fondamentale. L'ego, c'est le petit moi. Ego. Or, en allemand, il y a le mot ich, et en anglais, il y a le mot I. Or, mon petit-fils m'a dit un jour, il avait 18 mois, Dadou, tu as pris ma place. J'étais au petit déjeuner, puis je vois pas, je suis assis, et finalement, en le questionnant bien, j'avais le fauteuil qu'il occupait la veille. Mais lui, comme il l'avait occupé la veille, il croyait que c'était toujours sa place. Donc, du moment que vous avez occupé quelque chose, c'est à vous. Du moment que vous voulez le jouet, c'est à vous. Ce qui a été à vous est à vous, etc. Donc ça, c'est son petit moi. Sauf que il y a un génie qui s'appelle Piaget et qui a prouvé que l'intelligence des enfants, au point de vue affectif, il n'y a pas de conservation de la matière chez l'enfant. Vous prenez un bac en pyrex de 20 cm de diamètre, d'accord, et vous prenez devant l'enfant une bouteille d'1 litre d'évian, vous le versez dedans, l'eau, elle est haute comme ça dans le bac, d'accord. Après, devant l'enfant, vous lui prenez un vase étroit, vous mettez le même litre, tous les enfants de moins de 5 ans vous diront qu'il y a plus d'eau dans le vase. Vous le faites devant eux. D'accord? Et ça vient peu à peu. Donc, le petit moi qu'on appelle l'ego, toutes les religions dans l'urgence, ce petit moi, sans votre ego, vous ne sauriez pas monter une marche, manger, conduire une voiture ou quoi que ce soit. Vous avez besoin de votre petit ego, puisque vous avez 5 sens, 5 organes des sens et 5 organes d'action. D'accord? Il y a 5 organes des sens, 5 organes d'action et 5 pouvoirs de Dieu. Voilà. Et donc c'est la permanence de cette identification au petit garçon ou à la petite fille que vous avez été qui fait que vous croyez que vous êtes toujours l'enfant, ce qui est vrai. Mais c'est comme si c'était l'enfant qui devait décider de là où vous voulez aller, alors que vous êtes le patron de la voiture, et c'est pas le chauffeur de taxi qui doit vous dire où vous voulez aller. C'est simplement la rémanence du tout petit en vous dans notre civilisation. Dans l'urgence, il a fallu s'adapter comme ça. Et dans la famille qui était comme ça, il fallait répondre comme ça, autrement on était rejeté. Les maîtres spirituels en Asie, aux États-Unis, oui, aux Amériques, et même dans les sociétés musulmanes, oui, la spiritualité soufie, oui, insistent toujours sur la question de la lutte contre soi-même. Comment l'expliquerez-vous? Ça, c'est une erreur totale. Ce n'est pas une lutte contre vous-même. Si vous devez lutter contre une-même, vous mettez déjà l'ennemi à l'intérieur de la place. Ce n'est pas une lutte contre vous-même. C'est une lutte contre l'ignorance de vous-même qui vous fait croire que vous êtes contre vous-même. Et en dynamique émotionnelle, vous vous apercevez que en devenant plus amoureux de vous-même, vous devenez amoureux plus des autres. Et ce n'est pas contre vous-même, c'est le développement de l'amour de soi et de la conscience du soi. Mais dans l'urgence de l'époque, il fallait bien dire, j'impose ça parce que à l'époque, c'était incompréhensible. Voilà. Quelle est la place de la patience dans la voie? La patience, c'est l'intérêt de se pardonner, de ne pas savoir et de ne pas pouvoir. Il faut beaucoup de patience pour transformer un être humain en adulte. En fait, nous sommes impatients de retrouver notre vraie nature. C'est tout. C'est parce que ça nous manque. Donc il va falloir, c'est étonnant, vous pardonner à chacun d'entre nous et à moi de vous être coûté si cher en vous étant quelquefois trompé sur vous-même. Et de la faute de vos parents, mais ce n'est pas de leur faute puisqu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Il va falloir se pardonner une impuissance fondamentale.
et le jeu. Oui, oui. Ça se trouve hier, on m'avait posé une question, j'étais à France Télévisions, sur l'humanisme. Sur L'humanisme. 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 Oui. Et dans la question était composée de 2 segments. Oui. Premier segment, qu'est-ce que l'humanisme? Deuxième segment, quel futur pour l'humanisme? Je vous repose la même question. La dynamique émotionnelle exprimée, elle consiste à essayer d'aimer tellement l'humanité que je ne vais quand même pas être bête au point de me séparer de vous, qui représente une merveille. Donc l'humanité, c'est le développement des lois et de la connaissance et de l'apprentissage de l'utilisation respectueuse de l'autre et de soi, pour en arriver au fait qu'on peut être heureux sur Terre. Et à mon avis, c'est seulement quand on sera heureux sur Terre qu'on pourra aller au paradis, qui est sur Terre. C'est-à-dire que le bouton de rose n'est pas imparfait. Le bouton de rose, il est inachevé. Il n'est pas imparfait. Or, nous, on nous a persuadés que nous étions imparfaits parce que nous étions inachevés. Et nous sommes inachevés dans notre croissance, mais pas du tout imparfaits. Imparfait veut dire un jugement qualificatif. Ce sont simplement des erreurs de civilisation qui nous ont permis de survivre dans l'urgence. Et une fois que c'est fait comme ça se perpétue. Sauf que là, on communique, et donc on s'aperçoit que un tel fait ça et croit, et l'autre fait le contraire, et donc quand on met ça sans conséquence ici, il y a un réapprentissage. Donc on vide les mémoires affectivement de ce qu'on a vécu enfant, et adulte et adolescent, d'accord? Et vous pouvez vider les mémoires, y mettre quelque chose de nouveau. Au lieu de surmonter et de bloquer en surmontant le problème, qui consomme de l'énergie. Moins vous surmontez le problème, parce qu'on marche avec le pied sur le frein. Ça avance quand même, mais ça consomme beaucoup et ça nous chauffe plus. Donc moins il y a de frein, d'un seul coup ça se met à glisser, qui fait qu'un vieux bonhomme comme moi est quand même content de vivre. Je trouve ça rigolo. Une dernière question. Avec plaisir. En quoi l'intelligence artificielle apporte une aide à mieux se connaître dans une intelligence émotionnelle qui est humaine, alors que l'intelligence artificielle... Parce qu'elle en donne le moyen, elle en donne la compréhension. Il a fallu que tous les savants étudient le mésencéphale affectif, comprennent ce qui se passe au niveau des neurones et des sites. Quand on travaille en dynamique émotionnelle, il y a des neurones qui se remettent à marcher. J'ai des dizaines ou des centaines de femmes qui ont modifié leur bonnet. Donc, les seins qui devaient être trop maternels peuvent diminuer. Les seins qui étaient la petite fille, comme il faut, et d'un seul coup, elle prend. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des modifications sur les règles, etc., etc. Et pareil pour les hommes. Donc, il y a des modifications neurologiques et des fabrications de neurones et de synapses avec création d'hormones. Alors, au ce niveau, ça peut être l'ocytocine qui est du groupe, la dopamine ou la sérotonine, etc. Tout ça est étudié. D'accord? Mais ça communique. Le problème, c'est qu'il va falloir vous apprendre à vous aimer, vous, en tant que vous. Et que toute idée de culpabilité est déjà une erreur. Et donc, il n'y a que l'éternel présent. Le but de l'humanisme, c'est d'arriver à ce que l'humanité soit dans un éternel présent, c'est-à-dire contente de faire l'expérience d'être vous. Je crois que la vie vous a fait cadeau de vous en tant que vous, pour que vous puissiez faire l'expérience d'être vous. Ça va, j'ai un peu répondu? Oui. Merci, on finira. Ça c'est clair, hein? Sauf qu'il y a un moyen. Au lieu de on devrait, il faudrait, il n'y a qu'à, ou c'est au ciel, ou ça dépend de la grâce de Dieu. Alors, les grands maîtres peuvent des fois donner des choses, mais c'est à un titre individuel. Et dans l'urgence, il fallait ça. Je saute sur l'occasion pour évoquer un grand maître, Oui. une parole d'un grand maître que vous connaissez certainement, Ibn Arabi, l'Andalou, Oui, qui disait, grand maître, oui. véritable grand maître, et qui disait, dans votre sens, on lui posa la question dans un traité qui a été traduit par
Maurice Gloton, Bon. et préfacé par Pierre Laury, qui disait ma religion, c'est l'amour. Oui, moi aussi. Conscient. 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 Ça rajoute quelque chose à l'amour. Je crois que notre civilisation est partie sur une folie pour éviter la destruction. On a cru que l'amour, c'était deux êtres qui étaient attachés l'un à l'autre. Eh bien, je vous jure que si je suis attaché à la femme que j'aime, je n'aurai de cesse que de m'en libérer. Parce que ma nature, c'est d'être libre. D'accord? Donc on nous raconte que l'amour, c'est d'être attaché à l'autre. L'amour, c'est d'être en lien avec l'autre, mais pas attaché. Ça change tout. C'est sans condition. Et ça nécessite un apprentissage que nous avons maintenant les moyens d'apprendre. Alors que dans l'urgence, il fallait d'abord se faire vivre. Merci infiniment, Avec professeur. plaisir. Merci pour cet entretien exceptionnel, C'est chaleureusement pas- exceptionnel. Oui, c'est chaleureux parce que je suis content, je suis ravi que vous veniez, c'est une merveille. Vous vous rendez compte les chances que ça a, que vous soyez là tous de bonne volonté à poser des questions sincères et que vous me demandiez à moi qui est l'expérience. J'ai appris ça sur le tas avec des milliers d'êtres humains pendant plus de 100 000 heures. Est-ce Je qu'on vois ce qui marche, peut ce qui marche pousser encore cette chance? Hein? Cette chance avec vous, c'est de pouvoir rencontrer Alors, il les... y a Jean-Paul qui est mon ami, Oui, qui est Jean-Paul. psychiatre aussi, qui travaille en hôpital, et qui Oui. lui est athée, Dieu merci. Voilà. Alors que moi, je suis ici, qui vient là. Et puis, On a tous les deux vu. Oui. et puis soit le grand Et oui, Et voilà, Rami, etc. voilà, Et c'est celui-là. extraordinaire. C'est Oui. à la fois un grand chercheur Des et un belles grand formes penseur. d'intelligence. C'est grâce à lui Ah, que j'ai pu aller intervenir. C'est lui qui Ça, a ouvert c'est la porte en très bien. disant oui, c'est digitalisable. Et c'est grâce à lui que j'ai pu Pour qu'on m'adresser puisse à avoir l'intelligence un artificielle. peu. Qui était emballé, ils ont dit c'est un Nobel, etc. Il faudra mettre 25 ans, je ne le verrai pas. Mais l'avenir de l'humanité passe par ça. Voilà. Et puis Jean-Paul. Jean-Paul, oh là Oui, là. oui, alors, Non, reste là. Si. Et Jean-Paul. mais ça ne dépend pas de ma place. Et puis parce que je vais te demander d'autres choses. Beaucoup. Ça va, Beaucoup. j'ai toute la journée Voilà. pour vous, Donc, même la nuit. cette conférence, et puis Nicolas, le capitaine, c'est des gens que j'ai pu rencontrer, échanger, et j'ai une admiration. Pourquoi? Parce que vous me donnez l'espérance.